Si vous pouvez vous asseoir. Merci. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État à l'Environnement, Monsieur le secrétaire d'État à l'Énergie du Portugal, Vos Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'introduire ce congrès sur le solaire sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, congrès qui, cette année, prend une tournure exceptionnelle. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux délégations et aux entreprises africaines qui nous font l'honneur d'être parmi nous. Elles viennent de plusieurs pays. Je citerai la Sierra Leone, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale. Bienvenue aussi à nos amis européens qui nous viennent de France, d'Allemagne, d'Italie, du Portugal, d'Espagne, de Suisse, et pardon pour tous ceux que je ne cite pas. Le Salon Photovoltaïka a eu sa première édition en novembre 2014. Depuis, un chemin important a été parcouru pour aujourd'hui prendre une nouvelle dimension, la seule qui ait du sens et qui soit cohérente des orientations prises par notre souverain, la dimension africaine. À partir d'aujourd'hui, Photovoltaïka devient le congrès Photovoltaïka devient le congrès Photovoltaïka. Pardon, c'est l'émotion. Merci. La prochaine édition se déroulera dans une capitale africaine, hors du Maroc. Ainsi, Photovoltaïka tournera en Afrique et reviendra bien entendu au Maroc, mais enrichi, avec de nouvelles expériences, de nouvelles idées. Ce congrès, en fait, n'est plus un salon classique. Il se veut une plateforme d'échange et de business orientée projets concrets entre investisseurs nationaux et internationaux à chaque fois et le marché africain. C'est ça le nouveau concept et la nouvelle philosophie de Photovoltaïka. Nous nous réunissons à un moment important de l'histoire de l'énergie de notre pays, car en pleine restructuration du secteur énergétique sous la coordination du ministère concerné, à qui je souhaite force, courage et succès. Le sujet porté par ce congrès est de grande importance, car s'inscrivant au cœur du développement durable pour les populations de nos pays. Il contribuera à améliorer les qualités de vie des Africains que nous sommes. Pendant ces 2 jours, nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet sous différents angles, à l'occasion d'une riche conférence, elle aussi orientée marché. Nous parlerons du photovoltaïque dans le monde et de son positionnement aujourd'hui et demain. Nous parlerons du PV et de sa relation avec les politiques publiques, en quoi cela influence la qualité de vie des citoyens. Nous parlerons financement et notamment des montages financiers et des spécificités de ces montages en Afrique. Nous parlerons
d'une composante technologique, pas pour parler technologie, mais pour aller vers la solution. Cette composante est stratégique, c'est le stockage de l'énergie. Nous ferons un point sur le stockage de l'énergie dans le monde. Et enfin, nous parlerons des solutions intégrées, des solutions celles-là même qui apportent et qui facilitent la vie à tous. Je voudrais aussi et surtout remercier toutes les équipes qui se sont mobilisées sans compter, pour certains depuis plus d'1 an, pour faire qu'aujourd'hui et demain soit un grand moment pour tous. Je ne souhaite pas entrer dans une liste de citations, mais sachez que de très nombreuses têtes et mains ont travaillé dur pour cet instant, faisant face aux nombreuses difficultés rencontrées, malgré la jeunesse qui les caractérise. Un mot, si vous me permettez, avec votre autorisation, juste pour illustrer cela, parce que ça me paraît important et il le mérite bien. Je suis rentré dans le bureau d'une toute jeune designer, voilà plus d'1 an. Je n'ai pas pu voir ses murs dans son petit bureau, parce qu'il était couvert de photos, d'images, d'échantillons de matériaux, de jutes, de tissus, de tas de choses comme ça. Ça m'a marqué. Puis après, j'ai vu des schémas qui se sont plus tard transformés en dessins de CAO. Et aujourd'hui, c'est l'espace d'exposition que nous visiterons tout à l'heure. Il a été entièrement conçu et pensé par cette jeune designer d'Agadir, pour chaque détail. Et je pense qu'elle peut être applaudie. Nous avons avec nous de hautes personnalités du secteur de l'énergie que je remercie vivement pour leur présence, malgré des agendas lourdement chargés. Avant d'engager la matinée, je voudrais signaler un petit changement. Dans le programme, juste après la cérémonie d'ouverture, un point presse est programmé dans une salle dédiée à l'étage. Les organisateurs nous y conduiront pour échanger avec la presse, que je remercie d'être mobilisée et venue nombreuse et de très loin aussi. Suite à cela, nous pourrons visiter l'espace d'exposition conçu par cette jeune designer d'Agadir. Après, nous aurons gagné le droit d'aller déjeuner. Sans plus tarder, une illustration pour vous. Our planet is facing a major challenge of climate change resulting from greenhouse gas emissions. According to experts, the global energy sector is responsible for nearly 2/3 of greenhouse gas emissions. Today, we are witnessing an energy transition, which is becoming more and more low carbon because of the growing use of renewable energies and the improvement of energy efficiency. This energy transition is expected to be accelerated for many countries, especially after the COP21 in Paris and the COP22 that Morocco had the honor to host in November 2016 in Marrakesh. Morocco has experienced during the last decade an increase in primary energy demand on average of nearly 5%. This growth is mainly driven by electricity consumption, which exceeds a rate of 6%. In addition, strong energy dependence, regional integration and sustainable development remain major challenges for Morocco. Thus, and under the enlightened leadership of His Majesty the King Mohammed VI, a plan for the profound transformation of the Moroccan energy landscape has been launched. كذلك الشأن بالنسبة لما يواجه المغرب من تحديات في قطاع الطاقة، إذ يتعين علينا أن نتكيف من الآن فصاعدا مع تحولاته العالمية العميقة المتوجهة نحو الاستفحال. لذلك ينبغي انتهاج سياسة تجمع بين التدبير العقلاني للمنتوجات الطاقية وبين اعتماد استراتيجية ناجعة للاقتصاد في الاستهلاك دون المس بالإنتاجية، وانتهاج حماية وتنويع المصادر الطاقية. ولا خيار للمغرب أمام ضرورة الرفع من قدرته على الإنتاج المحلي للطاقة وفتح المجال أمام الاستثمارات الواعدة بتوفيرها
وتكريس الجهود لجعل الطاقات البديلة والمتجددة عمادا للسياسة الوطنية في هذا القطاع. Indeed, Morocco has an important potential of renewable energy that significantly reduces its energy dependence. Today, Morocco is advancing with serenity in its energy transition, which was accelerated in December 2015 by the strong impetus given by His Majesty the King Mohammed VI in his statement at the COP21 in Paris, and which was confirmed in the royal speech during the high-level session on the occasion of the COP22. إن المملكة المغربية لم تدخر جهدا في الرفع من مساهماتها في إطار الدينامية الدولية الهادفة للحد من الاحتباس الحراري وآثاره. فالمغرب الذي كان من الدول الأولى التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا يلتزم مؤخرا بتخفيض نسبة الانبعاثات، كما أنه اتخذ مبادرات ملموسة لتأمين 52% من قدرته الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. The royal vision has been translated into programs for the development of new renewable capacities, totaling a power of 10,100 megawatts by 2030. Thus, the first power plant, Noor Ouarzazate 1, of 160 megawatt, was inaugurated on February 4, 2016 by His Majesty the King Mohammed VI. On this occasion, the Noor 2 and Noor 3 solar plants with a total capacity of 350 megawatts were launched. This dynamic will be pursued by the development of the photovoltaic component of the Noor PV1 program with a total capacity of 170 megawatts. It is in this context that His Majesty the King Mohammed VI launched, in April 2017, the implementation of Noor Ouarzazate 4, the last phase of the largest multi-technology solar site in the world. The installed wind power capacity in service or under development is approximately 1,910 megawatt, of which 300 megawatt is built and operated under the Law 1309 on renewable energies. The rise of renewable energies in the national electricity system requires the mobilization of flexible means of production to cope with their intermittency, such as natural gas combined cycle plants whose additional installed capacity will reach 4,800 megawatt by 2030, and the development of marine pumped storage hydroelectric power station. Morocco's regional energy system integration is also one of its priority objectives and provides an adequate framework for the development of energy exchanges. To this end, additional capacities are planned with Portugal 1,000 megawatt and Spain 700 megawatt, and feasibility studies for an interconnection with Mauritania are also underway, which will offer enormous opportunities for sub-Saharan countries that remain under-electrified. Morocco has developed a national strategy of energy efficiency aiming at an energy saving of 20% by 2030 through the realization of essential measures concerning the regulatory framework, the training, the sensitization and the setting up of financial incentives to strengthen energy efficiency in the socio-economic sectors, transport, industry, construction, agriculture and public lighting. Legislative, regulatory and institutional provisions have been implemented allowing the opening of renewable energy market to the private sector. Morocco has established a law related on the Independent Electricity Regulatory Authority, which will ensure compliance with the regulations in force, the setting of tariffs, conditions of access to the electricity network and to interconnections. Similarly, a new reconfiguration of the energy institutional landscape is being implemented through the extension of Massen's prerogatives to the development of all renewable energy sources and the focus of AMI's missions on energy efficiency. Research and development is a major component of the Moroccan energy strategy, which aims Morocco's position as a technological platform in the Mediterranean region and in Africa. Through the Research Institute of Solar Energy and New Energies,
2 instruments have been set up: the funding of applied research projects in renewable energy technologies and the implementation of test, research and training platforms such as the Green Energy Park. Morocco has also undertaken the construction of a training institute's creation program in renewable energy and energy efficiency jobs, the first of which is already operational in Oujda. Morocco continues its dynamism for the success of its energy transition, playing a very active role particularly in the Mediterranean region and the African continent, particularly in the context of its strategic partnership relations. However, we are all challenged to coordinate our actions to ensure more coherence and convergence of our efforts to fight against climate change. Merci. Je voudrais maintenant inviter M. Jorge Seguro Sanchez, secrétaire d'État à l'énergie du Portugal, à venir prendre la parole quelques instants pour nous faire part de son point de vue sur ce sujet et sur le Portugal et le Maroc. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Merci. Bonjour. Son Excellence et mon cher ami, Monsieur le ministre d'Énergie, des Mines et du Développement durable du Royaume du Maroc, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs conférenciers, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier l'invitation qui m'a été adressée par Monsieur Aziz Rabat, le ministre d'Énergie et des Mines du Maroc, pour prendre part à cet événement de haut niveau et de partage dans le domaine d'énergie renouvelable. Je voudrais encore féliciter la liaison d'amitié et de confiance qui s'est développée au cours des dernières années entre le Portugal et le Maroc, ainsi que l'excellente coopération entre Monsieur le ministre d'Énergie du Maroc et Monsieur le ministre de l'Économie de la République du Portugal et de moi-même. L'interconnexion électrique sur laquelle nous travaillons et notre désir d'établir entre nos pays et les deux continents représente une liaison reliée et un rapprochement durable entre les deux peuples voisins. Ces partenariats, menés par l'interconnexion électrique entre nos deux pays, est stratégique pour le Portugal et pour le Maroc. Il y a aujourd'hui une plateforme de coopération encore plus vaste et elle incorpore plusieurs volets énergétiques qui sont d'une extrême importance pour nos deux pays. L'engagement en faveur des énergies renouvelables est une option dont nous sommes fiers et que nous voulons renforcer avec le Maroc. Le Portugal est actuellement une référence mondiale dans le domaine des énergies renouvelables et nous avons obtenu des résultats très positifs ces dernières années grâce à l'incorporation progressive des sources d'énergie renouvelables dans la production électrique. Dans le cadre de la politique de l'Union européenne, le Portugal s'est engagé à atteindre en 2020 31% de sa consommation énergétique produite par les sources renouvelables. Jusqu'à présent, nous avons déjà atteint plus de 87% de ces objectifs à 2020. Seulement en 2016, 13,4 gigawatts de technologies d'énergie renouvelable ont été installés chez nous et un total d'énergie renouvelable représente déjà 61,6% du total de la production énergétique portugaise. Une autre question clé pour le Portugal
et la libre circulation d'énergie et de l'interconnexion électrique sont une condition essentielle pour accomplir une politique énergétique verte. Ainsi, notre projet de construction d'une interconnexion électrique entre le Portugal et le Maroc va jouer un rôle crucial dans le développement de la politique énergétique verte de nos pays ainsi que de la politique européenne. Il faut comprendre que l'actuel étranglement entre la péninsule ibérique et le reste d'Europe, résultat d'une insuffisante infrastructure de transport d'énergie, représente un sérieux obstacle à la croissance des énergies renouvelables. Dans le dernier Conseil des ministres d'énergie de l'Union européenne, a été finalement approuvé le règlement proposé par les pays de la péninsule ibérique pour la fixation d'objectifs d'atteindre 15% minimum d'interconnexion énergétique en Europe à l'horizon 2030. L'Europe est en train de démarrer une vraie politique d'interconnexion, donc celle du Portugal et Maroc fera sûrement place et partie. Il est impératif de promouvoir des interconnexions qui permettront d'exporter la production excédentaire tout en assurant la sécurité de l'approvisionnement rationnel de l'énergie. Nous mettons notamment l'accent sur le développement durable, mais aussi sur la viabilité financière à long terme de ces projets. En effet, contribuer à une planète plus propre constitue une nécessaire incontestable, mais les équilibres pour y arriver doivent être bien gérés. Le Portugal a connu une vraie diversification énergétique avec l'utilisation de technologies de sources d'énergie renouvelables. Après le boom éolien des dernières années, les investisseurs s'intéressent de plus en plus à l'énergie solaire photovoltaïque en raison de l'important développement de cette technologie et la réduction de ses coûts. Nous sommes devant un changement de paradigme qui bénéficie du soutien total du gouvernement de Portugal. Le nombre de demandes de licences de centrales photovoltaïques a augmenté sans les tarifs feed-in et sans les frais supplémentaires pour les consommateurs. C'est ce chemin que nous voulons parcourir et qui assurera la durabilité du système électrique portugais. Aujourd'hui, au Palais des Congrès à Marrakech, nous réitérons notre souhait et réaffirmons notre volonté de continuer à développer plus d'actions de coopération dans le secteur d'énergie avec le Maroc. Ceci a été un compromis que nous avons réitéré lors de la récente réunion de haut niveau entre le Maroc et le Portugal qui a lieu à Rabat en décembre dernier. Cette initiative et les autres de cette nature sont une importante plateforme pour rassembler les institutions et les entreprises afin d'établir des partenariats et de tirer profit des opportunités d'investissement, notamment à travers des joint ventures d'entreprises portugaises et marocaines au Maroc et en Afrique. Ces partenariats stratégiques entre nos deux pays, voisins et amis, permettra l'intégration des marchés d'énergie qui constituera un pont énergétique entre l'Europe et l'Afrique. Plus que la proximité géographique du Maroc et du Portugal, on a en commun un ensemble d'objectifs et un grand souci d'avoir un développement soutenable de notre monde. Je profite aussi pour adresser un mot aux entreprises portugaises ici présentes pour attirer leur attention sur cette excellente occasion de saisir des opportunités d'investissement
dans le domaine énergétique au Maroc et aussi sur le continent africain. Enfin, permettez-moi de souligner que le Portugal estime que nous devrions concilier des initiatives publiques et privées en soutenant d'innovations technologiques en matière d'énergie et d'échange de pratiques et de savoir-faire entre les différents acteurs du marché. Mesdames et messieurs, le Portugal est pleinement engagé dans une transition énergétique propre en promouvant les énergies renouvelables ainsi que l'efficacité énergétique dans un cadre de rationalité économique et de durabilité. Pour terminer, nous soutenons fortement le développement et le renforcement des interconnexions énergétiques pour obtenir la mise en place d'un véritable marché d'énergie. Je vous souhaite une bonne continuation de travaux et je vous remercie, Monsieur le ministre, de votre attention et de votre invitation pour être ici. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Merci pour votre présentation. Je voudrais appeler à nous rejoindre Monsieur Bonaventure Mbaya, ex-ministre et conseiller spécial auprès de Madame la ministre de l'Environnement du Congo-Brazzaville, Madame Arlette Nonol-Soudan, qui a eu un empêchement, qui voulait être parmi nous, mais qui a eu un empêchement de dernière minute, indépendant de sa volonté. Mais par contre, elle se fait représenter par Monsieur Bonaventure, qui va partager avec nous quelques mots. S'il vous plaît, Monsieur Bonaventure. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable du Maroc, Excellences, Madame la ministre, Excellences, Monsieur le secrétaire d'État à l'énergie du Portugal, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Messieurs les représentants officiels des ministres de l'énergie du Tchad, de la Guinée équatoriale et des autres pays africains ici représentés, Monsieur le Président du MACEN, Monsieur le Directeur de la Société d'investissement énergétique, distingués invités en vos divers degrés, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous salue tous. Je voudrais vous présenter les excuses de Madame la ministre de l'Environnement du Congo-Brazzaville, Son Excellence Madame Arlette Soudan-Nono, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pu se libérer à cause d'un dossier en relation justement avec le sujet du jour et qu'elle se devait de traiter avec son cabinet, un dossier qui l'accapare totalement au regard de son importance pour notre continent. Il s'agit du dossier du Fonds bleu relatif à la problématique du réchauffement climatique et ses conséquences, notamment sur toute la planète et sur le continent africain. Je voudrais, pour ma part, avant d'aborder le fond du thème de ce jour, exprimer toute ma gratitude et ma très respectueuse considération à Sa Majesté le roi Mohamed VI, parrain de ce forum, et au gouvernement du Maroc notamment pour avoir permis d'accueillir cette réunion internationale dans cette ville de Marrakech, qui est également devenue un symbole au niveau de notre continent pour avoir abrité, il y a bientôt quelques, disons 2 ans, la COP22.
Un grand merci à vous tous, mes amis responsables de la CIE et membres du comité d'organisation du présent événement, pour la qualité de l'accueil, pour toute cette attention particulière dont nous bénéficions depuis notre arrivée dans votre beau pays, le Maroc, et plus particulièrement depuis hier dans cette ville de Marrakech, que nous sommes également un certain nombre à découvrir. Je saisis cette occasion pour dire du fond de mon cœur un grand merci aux organisateurs pour le grand honneur que vous m'avez fait de m'accorder la parole ici. L'environnement est une relation intime entre l'homme et la nature, c'est-à-dire entre l'homme et son habitat, ses moyens de subsistance, la satisfaction de ses besoins de tous ordres et son organisation sociale dans le monde des interdits régulateurs. Je pourrais dire que jusqu'à une période récente, une certaine harmonie existait entre l'homme et son milieu naturel en Afrique. Cet équilibre est devenu précaire aujourd'hui à cause de l'évolution démographique galopante et d'une conception du développement économique exclusivement tournée vers le profit immédiat. En effet, les interactions entre l'environnement et les actions de développement ont engendré des conséquences graves, comme les perturbations climatiques, objet de notre préoccupation, les déséquilibres de la faune et de la flore, la désertification et la déforestation, l'appauvrissement des sols, la pollution des eaux, des sols, de l'air, etc. Comme nous pouvons donc le constater, le changement climatique demeure une réalité quotidienne et une menace pour la vie et les moyens d'existence des milliards d'habitants à travers le monde. L'émission excessive de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère résultant de la combustion des énergies fossiles, la déforestation et les méthodes agricoles inappropriées sont à l'origine de l'actuelle crise climatique. De plus, les sources d'énergie dont l'Afrique centrale, notre sous-région à nous, est dépendante, notamment le charbon, le pétrole, les produits de bois, le gaz naturel, restent d'abord chers, assez prohibitifs, non durables et moins sanitaires. Il est estimé que 60% des ménages en milieu urbain d'Afrique subsaharienne dépendent largement des énergies fossiles pour la cuisine. En même temps, près de 41% de 1,4 milliard de personnes dans les pays sous-développés n'ont pas accès à l'électricité et vivent pour la plupart en Afrique subsaharienne. Le nouvel accord climatique qui a été conclu donc à Paris d'abord et avec ses prolongements à la COP22 et à la COP23 a pour ambition de limiter le réchauffement du climat à moins de 2 degrés Celsius avec un objectif à 1,5 degré Celsius et atteindre la neutralité climatique. Cet accord est un progrès remarquable et il y a de ce fait un besoin urgent d'avancer vers l'objectif de 100% renouvelable, loin des énergies fossiles et soutenir les personnes les plus pauvres à construire la résilience aux effets du changement climatique. C'est ici, sans m'éloigner, sans parler trop longtemps, je laisserai le document aux organisateurs, que l'expertise et, je dirais, l'avance prise par des pays comme le Maroc trouvent toute leur importance. Parce que ce pays qui abrite cette réunion a un avantage qui l'oblige à jouer pleinement son leadership continental pour avoir anticipé, bien longtemps avant nous tous, sur les questions de l'environnement, notamment en adoptant une stratégie énergétique basée sur la promotion des énergies renouvelables. En effet, il importe que notre continent s'exprime d'une seule voix, qu'il exige justice climatique et mobilisation des moyens nécessaires et qu'il émette des propositions concertées en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Royaume du Maroc est un acteur engagé dans la consolidation de la sécurité et la stabilité régionale. Nous voyons comment
Sa Majesté le roi du Maroc se déploie sur tout le continent dans différents domaines pour justement prouver à la face du monde le choix stratégique qu'a fait ce pays pour contribuer non pas seulement au développement du continent africain, mais également intervenir dans un certain nombre de domaines au niveau planétaire. Et donc, c'est fort de ce déploiement qu'il conviendrait d'ailleurs de renforcer que nous pensons aujourd'hui que le Maroc doit mettre son savoir-faire et son expertise à la disposition de ses partenaires. En effet, en s'impliquant activement dans les projets dédiés à l'Afrique, le Royaume contribuerait aujourd'hui à y inclure de nouveaux partenaires publics et privés et à structurer les mécanismes de gouvernance. C'est cet objectif que nous devrions atteindre ici à Marrakech au cours de cette édition du Salon Photovoltaïca 2018. C'est par ces mots que je souhaite plein succès à cette 3e édition de ce salon. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, Excellence. Je vous en prie, venez prendre place ici. Les problèmes que vous citez concernent de nombreux pays d'Afrique, quasiment tous. Et... Merci, merci. Votre document, nous le partagerons avec toutes les personnes présentes ici dans le site à travers le site de l'événement. Je voudrais maintenant inviter à prendre la parole M. Benjamin Camara, qui est directeur général de l'Agence pour le développement des énergies renouvelables au Tchad. Monsieur Camara, est-ce qu'il est là? C'est ce que nous avions dans notre programmation. Monsieur Camara. Alors, Monsieur Camara, une fois. Pardon. Sierra Leone. C'est moi qui lis mal. Pardonnez-moi, Monsieur Benjamin Camara de la Sierra Leone, directeur de l'énergie. S'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi pour ce. Thank you. Sorry for this. You have 5 minutes. Yes, no, don't worry. Honorable ministers here present, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, a pleasant and a very good morning. And let me first of all bring you greetings from the Honorable Minister of Energy for Sierra Leone, Ambassador Henry Macaulay, who should have been here with us, but it happens that after every 5 years, they are requested by the people of Sierra Leone to write an examination as a way of assessing their past activities. And on that note, Sierra Leone will be going to the polls come March 7th next month in order to decide. So kindly remember us in prayers. And let me also, on behalf of my Honorable Minister of Energy, extend our thanks and appreciation to His Majesty, the King of the Kingdom of Morocco, the leadership of this International Renewable Energy Exhibition and its organizers for inviting Sierra Leone to participate in such a remarkable international exhibition and conference. This is a clear demonstration of the fact that as Africans, we are taking very seriously the low carbon development agenda for the future, and we are very much keen to expand the coverage that is needed to increase modern energy supplies to all segments of our population. Mr. Chairman, cognizance of the fact that energy itself is the driving force for the socio-economic development of any nation, that is why our government has actually prioritized the energy sector as one of its key areas of focus in realizing its aspirations
are set out in our agenda for prosperity with the objective of increasing modern energy supplies across our country, Sierra Leone. And this is as a way of promoting local industrialization, access to job opportunities for the youths, and the medical readiness of the healthcare sector. And to date, as a country, we have been able to put in place our regulatory measures. For example, we have now been able to establish the Electricity and Water Regulatory Commission, which is actually serving as a referee or interfacing between the government of Sierra Leone and the entire public. As a country, we have also been able to develop our national renewable energy plans, our national energy efficiency action plans, and we have also been able to develop the 2017 to 2030 roadmap for Sierra Leone, in which we have expressed the desire to develop not less than 1,500 megawatts from thermal generation and renewable energy technologies by the year 2030. And Mr. Chairman, I just want to reiterate here that we have also been able to develop the National Renewable Energy Policy and the National Energy Efficiency Policy. And these policies have been launched, and we believe these policies will provide a platform for the increased use of our vast renewable energy potentials across the country. And so, in mapping the way forward, in May of 2016, His Excellency, the President, actually launched the Energy Revolution for Sierra Leone, which culminated to the signing of the Africa Energy Compact Agreement between the government of UK and the government of Sierra Leone. And Sierra Leone was the first to have signed such a compact agreement with the government of UK so far Africa is concerned. And the energy revolution itself is actually as a way of revolutionizing the energy mindset of our people, more especially our rural people. And this is because we want our people to move away or to refrain from the use of our unsustainable traditional energy sources to a better, to a proper, clean sources of energy, which we are here today discussing, that is renewable sources of energy. And our energy revolution is also as a way of promoting and stimulating the renewable energy market as regards the economic, social, and environmental aspects associated with renewable energy technologies and their applications. And to date, as a result of the energy revolution, we have been able to develop the Rural Renewable Energy Project, which is a DFID 4-year funded project. And under this project, we have been able to electrify 54 chiefdom health centers in the health sector with 6 kilowatts peak each. And the next phase would be to extend small mini-grids, 50 small mini-grids, which will be ranging from 6 kilowatts to 36 kilowatts. And the next phase would also be to extend 40 large mini-grids, which will be ranging from 40 kilowatts to 200 kilowatts at the end of the day. And we have also been making significant inputs and efforts in promoting renewable energy services for sustainable development, which is an EU-funded project. And under this project, we have developed and constructed and installed 3 mini-grids tantamounting to 273 kilowatts across 6 districts in Sierra Leone. And we have also been able to provide electricity to schools, to hospitals, to clinics, to mobile charging stations, and the like. And as a country, we have also ensured that we actively involve the private sector, and we have also been preaching the gospel of sensitization in order for the inhabitants to take ownership of these projects where these projects are being implemented. And we are doing so on the basis that as a country, as a government, we have come to realize that the cost which our people, especially our rural people, have been paying for not having electricity is by far much more higher than the cost they pay for having electricity.
And that is why His Excellency the Rasoul, l'ambassadeur du Tchad au Maroc, M. Abdelkarim est dans le pouvoir certainement qui s'est gouré si on peut aller le chercher parce que il est arrivé mais bon, il ne se retrouve pas. Alors donc si vous permettez, vous voulez bien demander à une hôtesse d'aller le chercher. Il doit certainement être dans le hall et je me suis permis de share knowledge and experience and continue to